Beaucoup de gens se sont intéressés à la Mouridian. Il y a une infinité de documents traitant de la Mouridian, traitant des œuvres et de la pensée de son fondateur, de sorte que l'information concernant la Mouridian, elle est beaucoup plus substantielle que celle qui concerne les autres. Ça veut dire pour moi que la Mouridia, non pas dans sa conception, mais dans sa gestion du moment, dans l'esprit des gens et dans leur pratique, la Mouridia est présente et elle est là devant nous. Tandis que la Tijania, la Layénia et la Qadria, ce sont de vieilles religions, de vieilles voies qui sont entrées au Sénégal. J'ai bien dit, il y a deux voies exogènes et endogènes. La voie endogène, c'est celle qui est à l'intérieur, c'est le continuateur, propagateur El Hadj Malick pour la Tijania et le fondateur de la Mouridia, Cheikh Ahmadou Bamba, pour cette voie-là. Et l'exogène, l'endogène, c'est cela. Pardon, je fais confusion. L'endogène, c'est madame, c'est à vous que je m'adresse parce que mes deux... L'endogène, c'est la Layénia et la Mouridia. Elles ont vu le jour à l'intérieur des frontières du Sénégal. Les confréries exogènes, ce sont celles qui sont venues de l'extérieur, c'est la Qadria et la Tijania. Et si on les cite dans l'ordre d'antériorité, vous avez la Qadria, la Tijania, la Layénia, puis la Mouridia. La Mouridia est née, donc elle est plus jeune que toutes celles-là, elle est dans l'esprit des gens plus fraîche, il n'est pas nécessaire de s'étendre pour faire comprendre. Donc celles qui sont le moins évoquées, la Qadria, elle est vivante, elle est active, elle est même, disons, palpitante par moments. Il y a la Tijania, elle aussi, elle a ses heures de gloire. Elles sont connues, mais leur histoire est recouverte d'une certaine pellicule de poussière, poussière au sens noble du terme, c'est-à-dire un peu en retrait par rapport à l'actualité. Il fallait bien les réveiller, les chatouiller un peu pour les réactiver dans l'esprit des gens. Nous avons parlé de la Mouridia, et si vous regardez dans les commémorations, nous avons évoqué plus de commémorations que pour les autres. Il y a au moins 4 ou 5 ou 6 commémorations. À la Mouridia, c'est très actif. Vous avez dans l'année au moins une dizaine de commémorations. Commémoration de la Grande Magal, commémoration des Magal subalternes, etc. Donc, pour moi, dans mon esprit tout au moins, il n'était pas nécessaire de rafraîchir la mémoire à mes lecteurs concernant la Mouridia, qui est un peu sur laquelle beaucoup de gens ont écrit. La Layénia, je me suis attendu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues de la Layénia. La Qadria, on a toujours pensé que c'est à Ndiassane que ça se passe. En fait, la Qadria à Ndiassane n'est qu'une partie de la Qadria au plan global, au plan national. Nous avons eu ce vent de la Mauritanie avec Cheikh Sadibou, qui est venu et qui a donné un coup de pouce, disons un coup de boutoir dans le territoire qui allait du nord vers le sud. Il existe jusqu'en Casamance, donc au sud, l'extrême sud du pays, ce qui n'est pas le cas de la Qadria au niveau de Ndiassane, c'est-à-dire les Kunta Kunta. C'est pour ça que j'ai insisté, ce déséquilibre, il est lié à cela. Peut-être j'ai eu tort de le faire, mais si c'était à refaire, je crois que j'aurais peut-être mieux arrangé les choses. Vous m'avez demandé, professeur, de réduire, vous auriez dû réduire la partie historique. Les croisades, je les ai évoquées simplement pour dire que dans la vie d'une religion, il n'y a pas d'instant de répit. Il y a toujours la recherche de la domination de l'autre, l'éclipse de l'autre, par la force, par le sang, par etc. C'est pour ça que nous avons dit que ce tiraillement modéré, disons timide, au niveau des confréries actuelles, c'est venu de loin. C'est venu au moment où les grandes croisades cherchaient à bannir l'islam de la carte du monde. Ensuite, vous m'avez parlé de conviction de représentation graphique. Vous savez que quand j'ai écrit, j'en étais à ce chapitre-là,
c'est quand le Danois, dans le journal, je crois, fait une caricature du prophète. Et on a parlé beaucoup, n'est-ce pas, de la représentation graphique. Nous avons vu, en lisant, comme vous, comme d'autres, nous avons vu que par moments, ces graphiques-là, je ne peux pas les citer de mémoire, il faut nécessairement que je le prenne, mais il y a les hadiths, il y a des passages du Coran, il y a les prophètes, tout cela qui ont banni, qui ont, disons, condamné la représentation, disons, humaine, pour éviter justement que la croyance que les gens prêtent allégeance à ces statues-là ou à ces représentations graphiques. Alors, vous m'avez parlé également de 36 000 associations, professeurs. J'ai cité quelqu'un qui peut-être s'était énervé à force de voir que les khalifes et les associations et les mouvements culturels ne faisaient pas du social. Eh bien, il s'est, disons, révolté et il a dit ils ne font que chanter matin et soir avec les 36 000 associations qu'il y a au Sénégal, associations culturelles, j'entends. Je l'ai cité, mais j'ai ramené, j'ai dit que ce n'est pas notre appréciation, mais nous n'avons pas d'éléments pour en vérifier le bien fondé. Par conséquent, les 36 000, c'est possible, comme ce n'est pas impossible, mais ils ne sont pas de mon fait, c'est une simple citation que nous avons emmenée. Bon, les mutations, c'est le dernier point, je crois, sauf si j'ai oublié quelques passages. Les mutations au sein de la religion, les mutations dans la gestion des conflits, les mutations dans la façon de se retrouver, dans la façon de fraterniser, dans la façon de se fréquenter et de vivre ensemble, il y a des mutations à faire. Il y a des actes qu'il faut avoir le courage de prendre. Ce n'est pas n'importe qui peut les prendre. On peut croire que le calife, il a main mise sur tout. Moi, personnellement, je considère que le calife pris isolément est un homme seul. Et un homme seul, il ne peut pas lever le monde. Un homme seul ne peut pas déplacer des montagnes. Il a besoin de support. Eh bien, il faut l'adjonction, le rapprochement, disons même le croisement de toutes ces confréries pour essayer d'arriver à ça. Mais qu'est-ce qui va prendre le courage de faire le premier pas vers l'autre, de faire le premier pas pour avancer une idée? C'est là où je me suis posé la question. C'est un courage audacieux. C'est un homme audacieux qui devrait pouvoir prendre ça. Quand je dis audacieux, je mesure bien mes mots. Je ne regarde pas un calife ou un chef de cellule religieuse pour dire qu'il est audacieux. Je parle au sens de la conception de l'action. Donc l'audace, c'est simplement avoir l'initiative heureuse de faire en sorte que la conjonction entre les confréries se fasse. Voilà ce que j'ai voulu dire par la professeure. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je suis prêt à... Je vous remercie, M. Wan. La parole est au professeur Zekri. Moi, j'ai envie de dire à propos de ces deux tomes qui constituent la thèse de M. Wan, que d'abord, c'est une thèse très bien informée, très bien documentée, et qui nous donne un aperçu assez circonstancié sur l'islam au Sénégal, ce qui va me conduire à revenir à votre titre que j'ai trouvé non seulement d'une grande pertinence, mais d'une subtilité et d'une justesse qui, a priori, ne paraît pas évidente, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi votre titre m'a beaucoup interpellé. L'islam au Sénégal, les confréries ou l'émiettement de l'autorité spirituelle. Vous avez, d'une part, l'islam au Sénégal, suivi des confréries. Si c'était dans un autre pays musulman, ce titre n'aurait pas été fonctionnel. Et c'est là toute la subtilité de votre titre, parce qu'au fond, l'islam au Sénégal est inconcevable en dehors des confréries. C'est-à-dire qu'au fond, la structuration de l'islam au Sénégal ne peut pas être conçue ou appréhendée en dehors des confréries, ce qui n'est pas le cas de tous les pays musulmans. Et c'est pour ça que je trouve que le fait d'avoir mis dans votre titre l'islam au Sénégal et les confréries en même temps montre que vous avez une maîtrise d'abord des subtilités même de la structuration de l'islam au Sénégal. Parce qu'au fond, quand on parle de l'islam,
Eh bien, généralement, on le divise en islam exotérique et islam ésotérique, ce qui est très réducteur et peut-être tout à fait exact dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Donc, votre titre en dit long sur votre maîtrise de votre sujet. L'émiettement de l'autorité spirituelle, là encore, vous êtes dans le discours que vous analysez, c'est-à-dire le discours de l'islam, puisque la notion d'émiettement, on la retrouve dans l'une des sourates que vous citez d'ailleurs dans le 2e tome, à propos, un discours adressé au prophète. Alors, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela, tu n'es point responsable. Alors, au fond, votre thèse, c'est justement, elle est aussi dans cette partie dans cette parole religieuse. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui vous préoccupe, c'est pourquoi aujourd'hui l'émiettement de cette autorité s'est installé au Sénégal. Et là, on pourra être d'accord avec vous, comme on pourra ne pas être d'accord, puisque vous faites des propositions, et ce qui est d'ailleurs très original par rapport à une thèse. Vous faites des propositions. Et c'est là aussi où j'étais très intéressé par votre travail, parce que à la fois vous étudiez un sujet et le sujet écrivant, c'est-à-dire vous, le sujet commentateur, se confond assez souvent avec son objet d'étude. Et je trouve pour ma part cela très intéressant, surtout quand on traite des confréries. Parce qu'il y a des objets sur lesquels on peut produire des discours rationnels distanciés et d'autres objets qui, pour être saisis d'une certaine manière, doivent être expérimentés corporellement, si je puis dire. Et quand on parle de la confrérie, on parle aussi d'une expérience du corps. C'est-à-dire, au fond, tout ce que vous aviez dit dans votre 2e partie, celle du dhikr, sur le wird, etc., est en parfaite, corrobore d'une certaine manière la difficulté de dissocier le discours sur la confrérie et la confrérie elle-même en tant qu'ensemble de discours et en tant qu'organisation. Et de ce point de vue, je trouve que finalement vous vous en sortez pas mal, même si par-ci, par-là, il y avait quelques, je dirais, et il faut prendre cela dans un sens plutôt humain, des arguments d'autorité par moment. C'est-à-dire, au fait, vous avancez des choses et vous les avancez avec une certaine certitude. Et je me demande si c'est possible de les avancer autrement. Ça, c'est une question que je me pose quand il s'agit de confréries. Alors, tout ce que vous avez dit sur, d'abord, l'aperçu génétique, si je puis dire, de ces confréries m'a beaucoup interpellé, je l'ai trouvé très intéressant, très détaillé, ce que vous avez dit de la genèse et des stratifications des confréries. Toute cette partie sur l'avènement de l'islam au Sénégal est importante. Elle porte un éclairage sur la spécificité de l'islam au Sénégal et les différents usages qui en ont été faits. Le rapport des confréries au système colonial et les formes de résistance, ce qui est très intéressant, non seulement par rapport au Sénégal, mais il prend un sens particulier par rapport au Sénégal. Les confréries dans le monde musulman étaient positionnées d'abord pour ou contre, ou en tout cas même si ce qu'on appelle les chouyours, ce que vous appelez le khalifa, puisque au Sénégal on appelle le khalifa, dans d'autres contextes on parle de cheikh. Alors, soit ils étaient par leur mutisme en complicité, soit ils étaient dans la résistance. Ces deux tendances-là ont coexisté dans les confréries du monde musulman en général. Et vous montrez avec subtilité comment les uns et les autres se sont soit impliqués, soit distanciés. Ça, vous le montrez de manière très intéressante quand il s'agit du rapport des confréries à l'empire colonial. Alors, évidemment, vous avez... évidemment, comme votre professeur, M. Papa Samba Diop l'a souligné, il y a parfois une inégalité dans le traitement des taureaux. Des voies initiatiques. Hein. Alors, la Tijaniya
et la Qadiriya sont d'ailleurs de l'extérieur, sont les plus connus au Sénégal. La Laïnia et la Mouridia d'ailleurs qui est un pléonasme, qui vient de Mourid, et qui veut dire aussi celui qui cherche, aspirant si vous voulez, celui qui désire un petit peu que cette braise divine, entre guillemets, s'installe dans son cœur. Vous voyez, ce langage-là n'est pas si universitaire que ça, parce que peut-on traduire la manière dont les mystiques veulent nous faire comprendre ce qu'ils appellent la science infuse qui s'instille dans le cœur du mouride. Tout cela est très compliqué, très complexe. Je pense que vous avez pu le faire passer avec toutes les difficultés que la traduction du langage confrérie suppose. Mais pour ma part, j'ai trouvé que vous étiez très exhaustif dans l'exposition de ces 4 confréries. Là, j'ai une question à vous poser. Vous savez que généralement la confrérie, et c'est là où le Sénégal est une exception, la confrérie, c'est la spiritualisation de l'islam, c'est l'introduction des préceptes de l'islam dans une subjectivité. Généralement, quand on dit confrérie, on dit antidogme. Or, au Sénégal, vous le dites, il y a ceux que vous appelez les autonomes, et certains sont ici du wahhabisme, qui est la tendance la plus rigoriste, et qui vient d'ailleurs de l'Arabie Saoudite, puisqu'il y avait cette alliance entre Abdul Wahhab et Al-Saoud qui a donné naissance à l'État saoudien. Et des héritiers de ces rigoristes remontent d'ailleurs à Ibn Taymiyyah, et après, on va les retrouver après Abdul Wahhab avec Rachid Reda, par exemple, entre autres. Tout cela ont influencé, disons, les confréries religieuses sénégalaises par le détour essentiel, je dirais, du Maghreb. Parce que là, et vous insistez, je pense que vous n'insistez pas beaucoup, mais vous l'évoquez quand même, et j'ai même eu l'impression à un moment donné, ce qui n'est pas faux par rapport à une certaine historiographie officielle, quand vous parlez de la Mauritanie, vous mettez des parenthèses et vous dites ça vient du Maroc. À un moment donné, du Maghreb. Non, vous avez dit Maroc, exactement, je me rappelle très bien. Non, c'est pas, écoutez, ce n'est pas au fond une erreur, mais c'est aussi la lecture de l'histoire du Maghreb à un moment donné, qui n'est plus valable aujourd'hui, puisque la Mauritanie et tout cela, il faut bien le dire, on ne cherche pas de bouc émissaire, mais tout cela est la faute de l'Empire qui n'a pas bien tracé les frontières. Ce qui fait qu'à un moment donné, la Mauritanie était une partie de la Mauritanie au Maroc, et les analystes, dans beaucoup de livres d'ailleurs, quand ils parlent de la Mauritanie, que ce soit par rapport aux confréries ou d'autres éléments, ils la tirent du côté du Maroc. Aujourd'hui, ce n'est plus valable, vous le savez très très bien. Et vous voyez ce lien, moi je trouve que vous le faites très bien, le détour par la Mauritanie, qui au fond était confondu avec le Maroc, et par l'ensemble du Maghreb, puisque la Tijaniya et la Qadiriya en sont issus. Vous le soulignez très bien en faisant référence à Abdul Qadir Jilani, qui a écrit, disons, il est connu par son livre Al-Insan al-Kamil, l'homme parfait, traduit d'ailleurs en français par l'homme parfait. Et c'est là où, justement, je voulais vous poser une question par rapport à les confréries savantes et les confréries populaires. À un moment donné, vous dites qu'au fond, le khalifa est quelqu'un de très instruit, qui a une certaine science, etc. Est-ce que vous voulez parler de la science uniquement ésotérique, al-ilm ilahi, si vous voulez, ou alors est-ce que vous vouliez parler d'une science qui se fait par la formation? Parce que, par exemple, la confrérie Mouridia compte beaucoup d'illettrés, notamment des commerçants. D'ailleurs, ça, c'est les commerçants, il y a beaucoup de commerçants dans les confréries religieuses. Et notamment la Mouridia compte beaucoup d'illettrés. Et le cheikh lui-même était illettré, ce qui l'inscrit d'une certaine manière
dans la silsila, vous parlez aussi de la chaîne de transmission, la silsila, si vous voulez, du prophète. Mais ce n'est qu'une lecture partielle de l'illettrisme du prophète. Parce qu'au fond, An-Nabiyyu Ummi, le prophète Ummi, ne veut pas dire seulement, et peut-être, là il y a des controverses philologiques, analphabète, mais à l'époque, dans la péninsule arabique, on appelait Ummi tous ceux qui n'avaient pas un livre révélé. C'était ça, au fait, à l'origine. Donc, évidemment, là on passe à la transmission du savoir par le livre, donc par le signe visuel, par l'écriture si vous voulez, ou alors ceux qui ont une religion sans livre. À l'époque, les musulmans n'avaient pas de religion avec le livre. Et vous le savez très très bien, le livre n'a été codifié que beaucoup plus tard, essentiellement à l'époque de Uthman, puisqu'il fallait arrêter les dissensions, comme vous le suggérez dans votre thèse. Vous voulez arrêter les dissensions confrériques au Sénégal, puisque, en tout cas, c'est votre souhait. Je trouve que tout cela, vous l'analysez de manière très intéressante. Maintenant, le dhikr, puisque j'ai évoqué tout à l'heure le dhikr. Bon, je sais que les adhkar se font parfois en wolof ou en arabe, mais vous allez m'informer là-dessus de manière plus circonstanciée. Quels sont les types de adhkar qui sont donnés dans les 4 confréries principales? Je parle uniquement des 4 principales. Est-ce que le khalifa donne le dhikr en fonction d'une proximité sociale ou en fonction d'une proximité spirituelle? La norme veut que ce soit fait en termes de proximité spirituelle. Mais d'après votre analyse, la proximité sociopolitique, j'allais dire, est très déterminante aussi. Alors, parce que nous savons très bien que le dhikr accorde un positionnement précis à celui qui chemine, hein, à celui qui traverse un chemin initiatique. Ce qui d'ailleurs conduit, certains adhkar conduisent à ce qu'on appelle el jad. Après, vous êtes ravi, si vous voulez, dans le sens de ravissement, où votre corps s'installe dans une autre sphère que celle, voilà, ce qu'on appelle l'extase. Je pense que le mot ravissement, Eva de Vitré-Mejerovic avait traduit ça par ravissement. Je pense que c'est un mot très approprié. En même temps, les cérémonies familiales que vous répertoriez me semblent très instructives aussi d'une certaine codification sociopolitique du fait religieux, et en l'occurrence de l'islam. Maintenant, une petite critique peut-être par rapport à l'établissement de votre bibliographie. Parfois, vous classez Muhyiddin ibn Arabi avec le prénom, et on le trouve dans le M, et parfois avec son nom, Ibn Arabi, et on le trouve dans le I. Bon, ce sont des problèmes, si vous voulez, formels, auxquels il faudrait remédier. Ce n'est pas le seul, mais je donne cet exemple qui revient parfois, qui est revenu 2 fois de suite. J'ai trouvé également ce que vous disiez sur l'effigie ou les photos ou les images des khalifats, très intéressant, parce qu'en principe, le khalifa, ou ce qu'on appelle ailleurs le cheikh, ne se représente pas, dans le sens où il ne s'expose pas. Quand il y a des réunions dans la confrérie, il est d'ailleurs très loin, il y a toute une exis corporelle, toute une organisation corporelle qui fait que son rayonnement se fait à distance. Et évidemment, certains s'en approchent pour la baraka, etc. Ce que vous avez appelé dans votre texte l'intercession. D'ailleurs, je voudrais aussi savoir si l'intercession, qui est tout à fait interdite par l'islam, orthodoxe si vous voulez, ou exotérique, est-ce qu'elle est consensuelle parmi toutes les confréries du Sénégal? Alors, je ne veux pas trop m'étaler. Pour conclure, je peux vous dire que votre thèse est très instructive. J'ai appris d'ailleurs beaucoup de choses que je ne savais pas auparavant. J'ai trouvé vos analyses, certes, teintées d'une certaine subjectivité, mais je ne veux pas jouer sur les mots.
la subjectivité n'est peut-être que l'intersection l'objectivité n'est peut-être que l'intersection des subjectivités. Et effectivement, je crois que votre thèse est davantage, on peut davantage la lire comme un essai que comme un travail, si vous voulez, qui est très enfermé dans les canons universitaires. Ceci dit, comme je le dis, la nature de votre sujet vous a imposé une certaine démarche. Et je pense que vous avez tout à fait réussi votre thèse. Et j'ai beaucoup aimé votre prestation orale, qui d'ailleurs est en harmonie parfaite avec le contenu de votre thèse. Je vous remercie. Vous avez la parole, M. Watt, pour répondre. Merci, M. le Président. Le professeur Zekri nous a fait un cours magistral, là, entrepreneur, à la fois littérature arabe, à la fois histoire, et on peut dire, au nom de ceux qui sont derrière, merci, professeur. Merci pour tout cela. Maintenant, pour répondre à votre question, le problème des confréries, c'est venu de très loin. Vous le savez mieux que moi, c'est du temps d'Abdul Qadir Jeylan. Même lui n'a pas constitué ses confréries. Ce sont des descendants qui finalement ont fait la confrérie Khadria et qui a évolué jusqu'à, avec l'histoire que nous la connaissons, jusqu'au confins au fond du Sénégal, et même elle est assez bien représentée du côté de la Guinée et du Mali. Donc, en parlant de confrérie et colonisation, nous avons essayé de retracer la confrontation, non, parce que qui dit confrontation, qui dit à peu près à armes égales, nous avons essayé simplement de montrer l'enfermement, la suggestion dans lesquelles la colonisation tenait les confréries. Pas seulement les confréries, c'est tout ce qui levait la tête, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les confréries. Tout cela était sous la coupe de la colonisation qui n'avait pour objectif que de faire fructifier son économie. Donc il fallait localement faire pression pour pouvoir entretenir les préoccupations de la métropole. Ces rapports-là que la colonisation et les marabouts ont tenus, et au jour le jour et au fil des ans, finalement, les marabouts se sont rébuffés, c'est pas le mot, mais en tout cas se sont un peu arrêtés et ils ont dit il est grand temps de s'arrêter. C'est en ce moment que toutes les populations indigènes et autres ont commencé à se remuer et à soutenir les marabouts pour essayer d'amadouiller, pas d'amadouiller, mais d'amoindrir un peu la pression de la colonisation sur les confrères. Mais la confrontation, les frictions ont de tout temps existé entre la colonisation et disons le spirituel, et cela n'a cessé que vers la fin des années 59-60, quand sur la scène nationale, le spirituel et le temporel sont issus de la même source. C'est à ce moment que les choses se sont calmées. Ensuite, vous avez parlé à propos de, justement, je vais insister, entre les marabouts et la colonisation, il y a eu des moments de bonne cohabitation. Par exemple, la Khadria, Cheikh Nasser Sadibou, avec la colonisation, quand il a quitté la Mauritanie, il s'est établi un peu à Saint-Louis avant de descendre plus loin et de faire le tour du Sénégal. C'était un échange de bons procédés. Il y avait ce qu'on appelait les accords d'accommodation. Les accords d'accommodation permettaient à la colonisation, en tout cas à l'administration coloniale, de pouvoir tirer le maximum du spirituel, et le spirituel avait ses entrées et sorties du côté de l'ordre colonial. Donc ce rapprochement, cet échange de bons procédés, ils l'ont appelé contrat d'accommodement. Mais alors le contrat d'accommodement, ça n'a pas intéressé seulement que la Khadria. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire, que je me garderai bien de dire, mais en lisant, on fait des découvertes ahurissantes, et que ces contrats d'accommodation ne sont pas seulement au niveau de la Khadria. Mais peut-être que les perspectives dont nous avons parlé tout à l'heure lèveront un peu le voile sur cela.
Bon, vous avez parlé de Mouridia pour essayer de faire la distinction. Vous avez tout à fait raison, professeur, et c'est pour cette raison que dans le document, pour éviter la confusion entre le mouride comme on l'entend et le mouride comme aspirant, nous l'avons écrit différemment. Le mouride, nous l'avons écrit MOU, comme ça s'écrit, comme ça se l'entend, mais le mouride, quand il s'agit de l'aspirant en tant qu'adepte face au chef, nous l'avons écrit avec 2 I pour essayer de faire la balance entre les deux. Le mouride, O-U-D-E, c'est le mouride, et le mouride I, c'est le mouride, l'aspirant au savoir. Donc ensuite, vous avez parlé de sciences exotériques, le zikr. Le zikr, s'il est lié soit au social, soit au spirituel, vous savez, si je peux schématiser, vous avez le noyau, c'est le chef. Ensuite, vous avez soit le fondateur, soit le continuateur. Autour de lui, vous avez le cercle généalogique. Autour de lui, vous avez ce qu'on appelle un peu le foyer d'accompagnement, c'est-à-dire le foyer d'accompagnateur, de compagnonnage. Voilà, je l'ai appelé comme ça, le foyer de compagnonnage. Après, c'est les inconditionnels, c'est les familles qui sont liées à la famille maraboutique. Ce sont ceux-là qui constituent les familles, les foyers d'accompagnage. Et autour de ce foyer d'accompagnage, vous avez toute la gamme des adeptes, des conduits. Dedans, vous trouvez tout. Vous trouvez des intellectuels, vous trouvez des initiés en alphabet ou arabe ou français, et puis le plus grand nombre, c'est des analphabètes. Donc le marabout ou le khalif, ou en tout cas le muqaddam qui donne le wird, le zikr, il ne tient pas compte du niveau intellectuel au plan de l'arabe, en tout cas du savoir arabe, pour donner le zikr. Là, c'est plus orienté vers venez, c'est ouvert, que vers venez pour la qualité. Je ne médis pas du zikr, mais je dis que de la manière dont on le donne, c'est venez pour la quantité, c'est-à-dire il faut enrober, engager, enrôler beaucoup d'adeptes pour gonfler un peu la confrérie. C'est plus lié à cela, donc à la masse, qu'à l'élite. Donc le zikr, quand vous voulez le prendre, vous allez chez le muqaddam, ça s'appelle le zikr, il vous a défini les conditions, il vous dit les obligations, et une fois que vous l'avez, logiquement, c'est pour la vie. Logiquement, c'est pour la vie, sauf si, dans le cas disons, de mauvaises actions, de turpitudes avérées, en ce moment, vous êtes déchu de la fonction du zikr, mais pas de votre qualité de musulman. Ça, personne ne peut vous l'enlever, mais le zikr, on peut vous le reprendre. On peut vous reprendre. Par conséquent, le zikr, il est lié plus à la masse qu'à l'élite. Donc, ensuite, vous avez dit... je crois que c'est vous maintenant, si j'ai... Vous n'êtes pas tenu de répondre à toutes les questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Je pense que vous avez répondu de manière exhaustive à toutes. Donc, merci, professeur. Mais surtout, merci pour le cours magistral, parce que vous venez d'énoncer ou d'avancer des éléments que nous n'avions pas, qui vont nous obliger naturellement à reprendre un peu et la bibliographie pour Ibn Arabi, et peut-être nous avancer un peu plus dans d'autres documentations. Merci, professeur. La parole est au professeur Lambert. Bonjour, je suis Ursula Brandard, du National Silence Occidental. Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur Wan, de votre exposé très clair qui a à la fois montré les motivations pour votre travail et la façon dont vous l'avez mené. Je trouve que c'est tout à fait en concordance avec le travail que vous présentez. Et je retiens ce que vous avez dit. Votre motivation, c'était le constat sur une conflictualité au Sénégal, alors qu'il y a homogénéité religieuse. C'est important de dire quelles sont les motivations qui nous mènent vers un travail de recherche. Et on lit votre travail comme motivé par un chercheur, certes, mais également comme un citoyen sénégalais
préoccupé par une problématique clairement énoncée, l'émiettement de l'autorité religieuse et l'alliance d'une fraction de cette autorité avec les pouvoirs politiques. Vous le dites dans la thèse et vous l'avez exprimé dans votre exposé. Cette problématique suscite inquiétude de l'auteur et vous amène effectivement à vous pencher sur ces questions. Ceci témoigne tout à fait de votre parfaite honnêteté intellectuelle, parce que si les motivations ne sont pas toujours données pour lesquelles on fait un travail de recherche, là on est clairement averti, et je trouve que c'est extrêmement important parce que on ne peut pas faire de sciences sociales sans positionnement dans la société, ce que vous faites parfaitement. Donc je pense que c'est extrêmement important de souligner cet aspect-là. Votre travail, vous le menez en 2 temps. Vous analysez les raisons qui ont abouti à l'émiettement constaté, étude de l'histoire des confréries et pratique du culte. Et ensuite, vous proposez une solution différente de l'organisation de l'autorité religieuse actuelle qui pourrait dépasser l'organisation confrérique. Je lis votre travail non pas comme spécialiste du domaine, et donc je ne ferai évidemment pas de cours magistral comme mon prédécesseur. Je lis votre travail comme quelqu'un qui s'intéresse à la recherche en sciences sociales et qui est plutôt spécialisé dans l'analyse des textes, notamment des textes littéraires et les textes oraux, la littérature orale. Donc je ne suis pas spécialiste du domaine, ce qui me donne une certaine liberté parce que je vais pouvoir vous poser des questions un peu naïves, on va dire, mais je vais regarder votre travail du point de vue de la façon dont vous avez mené votre recherche. Pour ce qui est du déroulement de votre travail, vous avez clairement énoncé les étapes. Et les étapes sont celles d'un travail scientifique. Vous constatez une réalité, vous la problématisez, donc vous élaborez votre problématique. Vous nous donnez des éléments d'analyse faisant intervenir à la fois l'histoire politique et l'histoire religieuse, et vous vous interrogez sur les relations entre le pouvoir politique et les confréries. Pour cela, comme je l'ai déjà dit, vous avez fait l'histoire des 4 confréries, c'est extrêmement instructif, utile, et vous donnez toute une interprétation, une introduction à la pratique religieuse de chacune des confréries, ce qui est tout aussi utile. Donc vous présentez un travail extrêmement intéressant, instructif, qui apporte des informations importantes, et vous le faites dans un cadre tout à fait, dans une rédaction soignée. C'est un texte très lisible, il y a quelques coquilles, mais ça c'est normal, on dirait. Vous avez apporté, comme le disait Papa Samba Diop, un résumé qui est extrêmement utile, et en plus vous apportez des annexes très riches. C'est un peu sur cette question des annexes qu'on pourrait se demander quels sont les critères de choix. Vous reproduisez